bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence consacrée au pet design. Alors pourquoi parler des animaux à maison et objets ? Eh bien parce que les animaux ont aujourd'hui pris une telle place dans nos vies que le design forcément a commencé à s'intéresser à eux. Après le secteur de l'enfance qui a grandi, évolué et pris beaucoup de place sur le salon maison et objets, eh bien le pet design arrive et entre dans le business. Vous retrouverez d'ailleurs sur le salon, sur cette édition, une grande offre au fil des allées que je vous laisse découvrir. Alors ces animaux, que se passe-t-il ? Sont-ils les nouveaux enfants rois ? Qu'est-ce que c'est que le pet design ? Ce sont les questions que nous allons poser à nos trois invités. Alors, nous commençons avec Johan Latouche. Bonjour Johan. Bonjour Laetitia. Alors Johan, tu as créé le groupe YLG Group, une agence de communication un peu particulière. Exactement Laetitia, puisque c'est la première agence spécialisée dans l'univers des animaux de compagnie. Donc on accompagne une 60aine de clients à l'année qui sont des professionnels liés au secteur canin. Donc on en parlera de toute façon avec Mathieu et Lénie tout à l'heure puisqu'on les accompagne. Mais ça va du pet food, donc la nourriture pour animaux, aux crèches pour animaux de compagnie. Donc c'est vraiment les assurances, le mobilier, le design, enfin, c'est vraiment très complet. Mathieu Even, bonjour Mathieu. Bonjour. Fondateur de la marque French Bandit. Comment définir cette marque ? Eh ben, on a créé il y a 6 ans une marque d'accessoires pour les animaux qui vient réenchanter un peu ce milieu qui était un peu triste, très fonctionnel et pas forcément très lifestyle. Donc on apporte la mode et la déco dans les accessoires pour animaux. Et à tes côtés, Lénie Pomerans, bonjour. Salut. Cofondateur de Veudogris, c'est un social club canin. Quesaco. Quesaco, c'est un lieu de vie pour les chiens et leurs humains, 400 mètres carrés avec différents espaces pour sociabiliser, s'amuser, garderie, toilettage, fun, café, boutique et des jolis produits. Et je montre aussi patte blanche, je suis Laetitia Nallet, journaliste heureuse de partir sur les traces du pet design avec vous. Donc l'animal a complètement changé de place depuis quelques années. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène sociétal d'ailleurs ? Je me lance les gars. Eh bien tout simplement, on peut se dire qu'en 30 ans, ils sont passés de attachés à la niche dans le jardin au lit des propriétaires, parce qu'un Français sur 3 déclare dormir avec son animal de compagnie quand même, donc Oui. Ils se sont bien incrustés, les petits chippies. Et en fait, tout simplement, ils sont vraiment rentrés au cœur du foyer, et c'est de plus en plus vrai depuis 10 ans, où on voit sociétalement parlant, vous avez le livre de Cédric Sapin-Desfours, Son odeur après la pluie, qui parle du deuil animalier, qui a été un carton. Le livre d'Hélène Gâteau, Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, qui a été un carton. Enfin, c'est des choses, ça, il y a 30 ans, ils auraient été brûlés sur place publique. Enfin, ça ne serait jamais arrivé. Et maintenant, en fait, ils sont tout simplement des membres à part entière de la famille. C'est venu assez rapidement des pays anglo-saxons, où eux, c'est le cas déjà depuis une 40aine d'années. Et on en parlera pendant la conférence. Mais il y a des pays maintenant, le Brésil, la Corée du Sud, le Japon et bientôt la Chine, où il y a plus d'animaux de compagnie que d'enfants maintenant. Donc du coup, forcément, ça représente un marché hyper important. Les animaux prennent la place des enfants, Mathieu ? Oui, on dit que c'est les nouveaux enfants du foyer et clairement parfois ils sont même presque mieux traités que les enfants. Sans blague, on a vu un vrai shift. On a tout ce travail qui a été fait sur l'enfant, qu'est-ce qu'on lui donne à manger, on fait attention à sa nourriture, à son bien-être, etc. Tout ça, on est en train de le faire sur le chien. On est en train de se demander qu'est-ce qu'on met dans sa nourriture. Est-ce qu'on met des céréales, pas de céréales? Où est-ce qu'il dort? Johan a fait cette belle image, mais moi j'aime bien dire ça aussi. Il est passé vraiment du salon au jardin. Aujourd'hui, les chiens, ils dorment à la maison. Les chats et les chiens, ils dorment à la maison. Et donc, du coup, sur quoi on le fait dormir, dans quoi on le fait manger, combien de fois on change son eau par jour pour qu'elle soit la plus claire possible. Et c'est devenu... Et tant mieux, parce que c'est un être vivant à part entière. On a un vrai focus sur l'animal et on a besoin de continuer ça pour continuer à avoir des animaux en bonne santé et qui vivent de plus en plus longtemps. Et Lénie, tu vois ça aussi dans ton social club canin. Avant de nous parler du concept, donc c'est quoi ? Qu'est-ce que tu vois au niveau sociétal ? Une vraie évolution de la place du chien ? Ah oui, tout à fait. Ce que nous, on voit, c'est effectivement tout l'amour
qui leur portent aussi à leur bien-être. Justement, il vient de parler de la longévité. La socialisation, c'est le facteur numéro 1 de la longévité et de l'allongement de la durée de vie des chiens. Et aujourd'hui, tout le monde aime son chien, parfois plus que ses enfants. Je ne dirais pas lesquels de mes clients préfèrent leurs chiens à leurs enfants, mais ça peut arriver. Carrément. Et voilà, on a envie qu'ils passent du bon temps, on a envie qu'ils s'amusent, on a envie qu'ils soient dans un environnement sécurisé, de bien-être, et on a vraiment envie finalement qu'il ait la vie qu'il mérite. Et c'est vrai que ces derniers temps, et eux, ils le savent plus que moi, ça a pris des proportions que d'aucuns pourraient juger de folles, mais moi je ne crois pas. Le chien est un être vivant qui a autant envie de s'éclater, de s'amuser, de partager, de rire, de découvrir, de jouer, de s'habiller, d'avoir des accessoires et de manger aussi bien que nous tous ici. Alors, de quels animaux parle-t-on? C'est plutôt des chiens et des chats? Oui, de manière générale, c'est plutôt les chiens et les chats dont on parle quand on parle d'animaux de compagnie, mais il y a aussi toute la partie NAC, donc ce qu'on appelle nouveaux animaux de compagnie, qui vont être les oiseaux, donc perroquets, perruches, tourterelles, etc. Après, les poissons, bien évidemment, et tout ce qui va être les lapins, et ensuite les rongeurs, donc hamsters, cochons d'Inde, qui vont suivre derrière. Mais on va dire que le marché reste quand même évidemment très focus sur les chiens et les chats. Oui, peut-être parce qu'il y a plus d'interactions avec eux. Il y a plus d'interactions, ils sont quand même plus nombreux en nombre, bon, sauf si on compte les poissons, où là, ils arrivent à dépasser les chiens et les chats, mais on a quand même moins on va dire, de contact avec un poisson qu'avec les chiens et les chats. Donc, c'est vraiment eux qui sont à nos petits. On le voit, là, il n'y a pas d'aquarium aujourd'hui. On a quand même un invité spécial, qui a pas l'air de trop nous écouter quand même. Hein, il a l'air de dormir, là. Il y a un adorable petit chien. Moitié. Mais donc, si, c'est bon, il s'est réveillé. Ah oui, quand on parle de lui, incroyable. Hein. Alors, l'animal nouvel enfant roi, depuis quand les animaux domestiques ont pris donc cette place presque aussi importante, ou carrément la place de l'enfant? Ça fait combien de temps? Difficile de dire exactement combien de temps ça fait, mais je dirais que depuis le Covid, il y a eu un vrai shift. En fait, quand il y a eu le Covid, il y a eu les gens restaient plus longtemps chez eux. C'était une excuse, un prétexte pour prendre un chien à ce moment-là. Donc il y a eu une adoption de chiens qui a explosé pendant le Covid. Et puis, le Covid a permis de se dire qu'on pouvait passer plus de temps à la maison, que c'était OK de faire du télétravail, que c'était OK d'avoir un chien. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience un peu plus massive, un peu accélérée grâce au Covid. Et puis, on voit que ça évolue de plus en plus. Les chiffres sur les animaux de compagnie, en tout cas, le marché, il ne fait qu'évoluer. On a des taux de croissance qu'on ne voit pas dans d'autres industries qui sont assez exceptionnels. Et évidemment, le chien et le chat qu'on a toute la journée à la maison, on a envie qu'ils soient en bonne santé. Il y a une baisse du taux de natalité en France, dans les autres pays aussi. Et le chien prend de plus en plus d'importance. Donc ça se confirme, il prend la place de l'enfant. Les trentenaires, par exemple, vont prendre un chien avant de faire des enfants. C'est ça. Je crois il ne va pas prendre la place, mais on va dire que ça paraît plus simple de prendre un chien que de faire un enfant. Et pourtant de s'en occuper, en tout cas, c'est la même énergie et le même amour. Ouais, c'est du boulot. Ouais. Mais effectivement, ce que tu dis, Laetitia, c'est vrai que nous, on peut le voir, je pense, selon les types de clients qu'on a, leur typologie, l'âge, la catégorie professionnelle. Oui, effectivement, entre 25 et 35 ans, ils ont d'abord un chien, ils s'en occupent, ils apprennent, ils grandissent avec. Et effectivement, peut-être qu'au fur et à mesure, ils se disent, bon, peut-être qu'on est prêt à avoir un enfant, mais c'est vrai que... Ou pas, d'ailleurs. Et je rebondis parce que moi, j'ai passé une journée chez Lenny, donc, où il y a quand même une crèche pour chiens, où ils sont laissés là la journée. Et c'est exactement la crèche pour les enfants, puisque dans les parents, il va y avoir, dans les pet parents, puisqu'on appelle les propriétaires d'animaux maintenant, on les appelle les pet parents. Et dans les pet parents, il va y avoir la maman plutôt détendue qui va laisser sans trop de stress, la maman hyper stressée, donc finalement avec les mêmes codes qu'une crèche pour enfants. Et même entre les chiens, il y a Victor qui est le harceleur qui va emmerder toute la classe. Il y a Lucie, la victime, qui est vraiment persécutée, qui est au fond. Et en fait, c'est un peu terrible, mais c'est vraiment quand on regarde ça d'un point de vue sociologique, on se dit mais intéressant, que ce soit les pet parents ou les chiens entre eux. Et c'est vrai qu'on le voit, il suffit de passer une journée chez Lenny pour voir qu'il y en a un qui va être vraiment le gros relou de la classe, celui qui va être plutôt l'intello, celui qui va être le harcelé, celui qui va être le harceleur. Enfin, c'est vraiment, on voit, mais exactement comme une crèche pour enfants, quoi. Incroyable. Alors justement, on va découvrir un peu vos métiers parce que le pet design, c'est tout un business et le monde des animaux, c'est tout un business. On commence avec vous, avec toi, Johan. Donc, tu as créé une agence qui s'appelle YL Agency. Raconte-nous un peu ce que c'est que cette agence.
Eh bien, cette agence, elle a 10 ans. C'est une agence qui est spécialisée dans la communication dans l'univers animalier. Donc, en fait, on fait ce que ferait une agence de communication classique que pourraient avoir toutes les marques ici, donc c'est-à-dire des campagnes d'influence. On gère environ 1000 influenceurs par an. Après, les relations presse, donc les liens avec les journalistes, des communiqués de presse, des événements, pour tout simplement que les médias parlent de notre client. Après, on va avoir le social media, donc gérer les réseaux sociaux de nos clients, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, etc. La partie événementielle, une partie production photo-vidéo pour les pubs télé, les pubs digitales, etc. Donc, c'est vraiment une agence de communication comme il en existe plusieurs en France. Sauf que nous, on a la spécificité d'être experts dans l'univers canin et félin. Donc, on les connaît par cœur. Et donc, forcément, dans la communication, on ne verra pas un chien qui est stressé, on ne verra pas un chat mal à l'aise par un tournage ou autre. Et on est choisi de par nos clients pour cette expertise. Là aussi, c'est comme pour les enfants. J'imagine qu'il y a des règles strictes quand on utilise les animaux à la télé ou dans Bien les sûr, pubs. alors déjà à la télé d'autant plus. Et alors même pour des pubs, que ce soit des pubs télé, des shootings et tout, on fait en sorte à évidemment ce que pourrait endurer on va dire un mannequin humain. On va faire des slots très très courts. Et c'est d'autant plus vrai sur le chat, ou même chez le chat, généralement on ne va même pas le déplacer, sauf si c'est des chats d'éleveurs qui sont habitués depuis tout petit à faire des expositions félines, etc. Là, dans ces cas-là, ils ne sont pas trop stressés, mais un chat de particulier, on ne va pas le déplacer déjà de son appartement. Donc, on va venir chez lui. dans l'appartement. Donc, c'est toute une logistique qui est très différente. Alors là, sur cette photo, explique-nous ce qu'on voit. Alors là, c'est les Powords, c'est au Festival de Cannes. Ça fait 10 ans qu'on est au Festival de Cannes, donc le festival du film international, où on a eu Quentin Tarantino, Tilda Swinton, Ken Loach, Jean Dujardin, où en fait on récompense le meilleur animal dans un des films de la sélection officielle du festival. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont quand même très présents. Thomas Joly parlait de pop culture avant nous. Les animaux, ils sont quand même très présents dans la pop culture depuis des années. Il y a des tas de films qu'on connaît avec les animaux. The Artist est peut-être le plus connu, mais on a eu Messi il y a pas longtemps dans Anatomie d'une chute, qui était aussi très médiatisé et très connu. Et donc, forcément, il y a tout le monde qui a un peu récompensé, mais il n'y avait pas de récompense pour les animaux acteurs et les gens qui s'en occupent. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette cérémonie et qui, en vrai, cartonne chaque année. On a fait la une du New York Times quand même, donc on est à chaque fois trop fiers de cet événement. Bravo, et c'est intéressant de voir que tout ce qui fonctionne pour nous, en fait, vous l'adaptez aux animaux. Qu'est-ce que c'est ça ? Exactement. Alors là, c'est une campagne d'influence à la mode Emily in Paris, où on a fait venir des influenceurs du monde entier pour un laboratoire vétérinaire qui s'appelle Vetoquinol. Et le but, c'était que tous ces gros influenceurs du monde entier, là, vous voyez la petite samoyède, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit chien blanc en bas à droite. C'est Maya Pollerbeer. Elle a 3 millions d'abonnés, je crois, sur Instagram. Enfin bref, c'est une star en Allemagne. Et donc, le but, c'est que tout simplement, ces influenceurs vont parler des produits de nos clients. Et nous, le but, c'est évidemment d'éditorialiser ça pour rendre tout ça, on va dire, plus sexy, forcément. Un autre exemple de communication ? Ouais, là, c'est Animaux Adoptés, qui est une émission qui est assez connue en France, qui cartonne depuis 6 saisons, qui vient d'arriver sur TMC, puisqu'elle était sur C8 avant. Et donc, c'est avec Sandrine Narcisse et Elodie Ageron, en partenariat avec la SPA, où on peut suivre tout simplement le parcours des animaux à la SPA, mais aussi des bénévoles et des salariés. Et donc, tout simplement, nous, on va s'occuper des castings, un peu du storytelling. Et généralement, quand il y a des émissions sur les animaux à la télé, on n'est pas très loin derrière. Généralement, on s'occupe un peu de toute la partie prod, édito, les reportages, etc. Ça fait un peu partie également de notre quotidien. Et c'est pas trop galère, les tournages avec les animaux ? C'est toujours plein de surprises, parce que là, pour le coup, on maîtrise rien du tout. Donc, s'ils ont décidé qu'ils n'avaient pas envie ou qu'ils n'allaient pas faire, ou évidemment le petit pipi ou le petit caca en plateau, ça nous arrive à peu près à chaque fois, mais ça fait partie du jeu. Alors vous, Mathieu Even, tu as créé French Bundy. À quel moment ? Et puis, je crois que c'est le changement sur l'alimentation en fait, des animaux qui t'a mis la puce à l'oreille. Ouais, en fait, il y a 6 ans, il y a eu un vrai shift sur l'alimentation des animaux de compagnie. On a vu naître pas mal de nouvelles boîtes qui travaillaient un petit peu l'alimentation. Et c'est vrai que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et c'est surtout quand j'ai adopté mon nouveau chien, parce que mon chien précédent était mort. J'ai adopté un nouveau chien que j'ai appelé Bandy. Et je suis rentré dans une animalerie pour lui acheter des accessoires. Et je me suis rendu compte que c'était catastrophique. Qu'il y avait que c'était moche. C'était moche. L'offre était vraiment très simple. Collier noir, collier rouge, très fonctionnel et pas du tout aspirationnel. Donc,
c'est comme ça que j'ai créé Bandy, avec l'idée de dire on va ramener du lifestyle, de la mode et de la déco dans les accessoires pour animaux, pour chiens. Mhm. Alors, donc, c'est ce que Franz Bandy, c'est ça, c'est une marque spécialisée qui ne vend que des choses pour les animaux et où tu as imaginé effectivement qu'on pouvait assortir son look, la laisse de son chien à son look, Exactement. pour être un peu plus classe. L'idée, c'est de dire que moi, j'aime bien les baskets, j'aime bien les casquettes. Le matin, quand je pars au bureau, je choisis ma casquette. Quand je vais promener mon chien, je mets mes baskets. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa d'avoir des trucs un peu fun, un peu cool pour le chien, parce que bon, il n'y a pas de raison. Et c'était il y a 6 ans. Et il y a 6 ans, on a commencé à faire des imprimés un peu sympas. Et aujourd'hui, il y a des collabs avec des grandes marques. Donc, alors, c'est très marrant cette collab avec Lancel, parce que c'était il y a déjà 4 ans. Et il y a 4 ans, quand on a dit, quand Lancel est venu nous voir, parce que c'est eux qui sont venus nous voir pour la petite histoire, qui nous ont dit on aimerait bien faire un truc sur les animaux. On leur a proposé de faire quelque chose matchy. Et là, c'est un imprimé Lancel qui est sorti à ce moment-là. Et on a sorti cette collab Bandy Lancel où on faisait des bandanas, colliers, laisse pour chiens avec des imprimés Lancel qu'on a vendus sur notre site et dans les boutiques Lancel. Tout le monde nous a regardé avec des grands yeux. Et aujourd'hui, pas plus tard que la saison dernière, sur les défilés de mode, on a vu des chiens partout. Toutes les marques de mode ont sorti des accessoires pour les animaux. Donc on était un des premiers à le faire. Et je pense que c'est bien rentré dans les mœurs maintenant. On l'a fait aussi avec Bonpoint, sur un imprimé un peu iconique, qui est la petite cerise en bleu et en rouge, avec des enfants sur le tournage. Alors, on parlait de tournage tout à l'heure. Là, nous, on a cumulé enfants et chiens. Donc, et alors? Non, ça s'est très bien passé. Les chiens étaient magnifiques et les enfants étaient très mignons. Ouais. C'est vrai. Bon point. Donc en fait aujourd'hui les marques de luxe finalement elles aussi suivent cette tendance du pet design. Est-ce qu'une marque de luxe aujourd'hui va forcément passer par là? C'est un peu le... Je crois que ça fait partie, le chien faisant partie de la famille, on essaye aussi de lui créer des accessoires qui vont lui aller. Donc je pense qu'il y a certaines marques qui le font avec un axe très mercantile, et je pense qu'il y en a d'autres qui le font par un vrai amour de l'animal et par quelque chose qui fonctionne très bien. Nous, on accompagne des marques, alors soit on le fait en collab, soit on le fait parfois en marque blanche, sur comment on fait pour faire un bon accessoire, c'est quoi les bonnes tailles, c'est quoi les matériaux qu'il faut utiliser. On a un vrai savoir-faire et on se rend compte qu'il y a plus en plus de marques qui viennent nous voir pour qu'on le fasse ensemble. Et je pense que oui, ça fait partie en fait de ce qu'il faut faire pour habiller toute la famille. Et Johan participe, je crois aussi. Vous assurez la communication là quand y a un petit business entre vous. On s'occupe généralement effectivement des relations presse et du casting sur les chiens régulièrement. Et là, je ne vais pas spoiler Matt, mais Braque, c'est donc un palace parisien et où effectivement on a initié la collab pour faire tout simplement, eux, comme beaucoup de lieux de vie maintenant, il y a le chat du Bristol, enfin voilà, il y a vraiment tout l'univers du luxe, en tout cas, c'est vraiment approprier on va dire la culture pet friendly, donc à ce que les animaux soient bien accueillis dans les lieux de vie. Et effectivement, maintenant, pour les hôtels, qu'ils soient 5 étoiles, les palaces, etc., c'est hyper important d'avoir l'animal qui est accueilli comme un humain serait accueilli. Et donc, effectivement, il y a le petit coussin personnalisé, le repas du chef sur mesure, les colliers, les laisses, etc. Donc, ça va vraiment hyper loin. C'est un peu dingue, non? Parce que moi, je vois qu'il y a de plus en plus d'hôtels où les enfants ne sont pas les bienvenus, mais les animaux, oui. C'est un peu ça, en vrai. C'est vrai qu'on voit une vraie tendance du no kids. Et par contre, des animaux qui sont toujours bien accueillis. Après, franchement, dans ce genre d'endroit, vu que le client est vraiment roi, ça n'est pas encore sur toutes les catégories d'hôtellerie. Mais sur les catégories, on va dire luxe, donc c'est-à-dire 5 étoiles, palace, les gens, du moment qu'ils ont de l'argent, ils doivent avoir leur animal qui soit très, très bien accueilli. Alors là, voilà, une très belle photo avec la tour Eiffel. Ça fait rêver. Et Ami, ça c'est une collab, Johan, dont tu t'es occupé? Là, non, nous, on s'est occupé donc de la partie casting. Ce n'était pas en collab avec Matt, mais sans spoiler, je crois que ça ne va pas tarder. Mais donc, effectivement, on s'occupe du casting. On l'a fait pour Louboutin, pour Air France, pour Peugeot, en fait, pour
toutes les marques qu'on pourrait rencontrer au quotidien. C'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes. Et tout à l'heure, Laetitia, tu parlais des marques de luxe. Hermès, par exemple, le fait historiquement, parce qu'ils sont liés aux chevaux. Donc, qui dit Oui, chevaux c'est vrai. dit toujours des chiens, et notamment généralement des Jack Russell dans les écuries. Donc, ils ont toujours eu de la sellerie pour animaux. Vuitton, ça fait 30 ans qu'ils le font. Et Goyard, qui est quand même un peu la marque, est en train on va dire, d'être très populaire. Eux, ils ont carrément des vitrines dédiées à ça, rue Faubourg-Saint-Honoré, alors que je ne pense pas, et ça rejoint ce que disait Matt, je pense que là, c'est par culture de la maison de dire ils font partie de la famille, parce que je pense qu'en chiffre d'affaires, ça reste une chips dans leur chiffre d'affaires quand même. Mais ils l'intègrent vraiment, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus chez les marques de luxe. Alors, si on est de plus en plus nombreux à avoir des animaux, eh bien forcément, on a besoin qu'on nous aide peut-être de temps en temps à les garder ou à les occuper ou à les promener. Et c'est là qu'on va découvrir ensemble The Doggery. Donc, c'est un nouveau lieu qui a ouvert à Paris en juillet, je crois, dans le 17e arrondissement. Lénie, racontez-nous un peu ce que c'est que The Doggery. Avec plaisir. Alors pour commencer, parce que vous avez parlé de l'univers du pet, je voudrais juste dire que c'est un univers très bienveillant. Et Mathieu et Johan, avant même qu'on démarre le projet, je leur avais écrit, je les avais contactés, ils ont pris le temps de me parler, d'échanger, de me conseiller et de m'aider. Et ça en dit long, je pense, sur cet univers du chien. Et donc je les remercie aujourd'hui publiquement, parce que si je suis assis à côté d'eux, c'est aussi grâce à eux. Et vous pouvez voir tout ce qu'ils ont réalisé. Et franchement, c'est la classe. Et je suis ravi de partager cette scène avec eux. Et je pense qu'on s'inscrit aussi dans ce cadre-là. Nous, ça a démarré il y a 2 ans, aussi de l'adoption d'un chien, celui de mon associé. Et on s'est rendu compte que les chiens manquaient cruellement de lieux où ils étaient acceptés, les bienvenus dans un environnement sécurisé. Nous, on teste tous les chiens avant pour qu'ensuite ils puissent évoluer sans laisse dans un environnement sain où tout se passe bien. Ça manquait d'endroits où vous pouviez partager réellement un moment avec votre chien, pas juste il est en laisse, il rencontre d'autres chiens en laisse, pas juste c'est un parc, mais bon, vous savez pas trop quoi faire et puis vous avez peur. Voilà, nous, l'idée, c'était de réunir dans un endroit grand pour qu'ils aient de l'espace, des jeux, des espaces d'agilité, un café où ils peuvent vraiment évoluer, courir. Enfin, si vous venez chez nous, vous verrez, c'est la colonie de vacances, ça fait 400 mètres carrés, ils montent, ils descendent les escaliers, ils vont sur la rampe, les jouets, ils sont entre eux, ils s'éclatent, et les maîtres aussi s'éclatent. Enfin, les humains s'éclatent parce que vous pouvez les voir, ils peuvent boire un verre, ils peuvent papoter, ils peuvent échanger. Et l'idée, c'est de créer du lien social, que ce soit entre les chiens et entre les humains. Et effectivement, on propose aussi des services de garderie, de toilettage, une partie boutique où on vend. Attends, je me remets, voilà. Là, vous pouvez voir un peu les espaces, et ma copine qui est dans le public, en plus, qui a servi de mannequin. On a un très beau mur de jouets où vous pouvez venir vous décrocher les jouets, vous jouer avec vos chiens. L'idée, c'est vraiment de créer ce lien et d'être dans un endroit où on se sent bien et votre chien se sent bien. Nous, c'était important pour Archie, que vous pouvez voir, c'est le chien noir sur la photo du milieu, qui est un chien de la SPA, qui avait peur un peu des autres chiens, qui était un peu craintif, qui avait besoin de se réhabituer à un endroit où il se savait en sécurité. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer ça. Et aujourd'hui, on a des chiens de toutes les tailles, on a des humains de tous les âges. Ça va, effectivement, on parlait d'étudiants de 18, 19, 20 ans à Yvette, 80 ans, qui prend son petit bus 31 depuis Montmartre pour venir 3 fois par semaine avec sa chienne Ouma. Et elle vient, elle va parler avec nous, avec les autres abonnés, et sa chienne va s'amuser. Et voilà, c'était ça l'idée, c'est de créer ce lien. Alors, il y a un toboggan, c'est pour qui? Pour les chiens ou pour les humains? Alors, il y a une rampe sur le côté, déjà, ça c'est pour les faire un peu travailler. Les chiens ont une tendance parfois à être un peu flemmards. Donc c'est vrai que nous, on veut les faire aussi travailler, réfléchir, les éduquer, les épanouir. Et voilà, les plus audacieux, une fois qu'ils ont monté la rampe, parfois ils redescendent le toboggan, parfois ils redescendent par la rampe. Mais c'est vrai que ça fait un peu partie du jeu. C'est une aire de jeu, quoi. Une aire de jeu géante dans Paris, mais sous surveillance. Donc c'est une garderie aussi. Toujours. Ça fonctionne, vous m'avez expliqué, comme un club de gym. Exactement. On prend un abonnement. Exactement, c'est un modèle d'abonnement et vous pouvez venir comme à la salle de sport autant de fois que vous voulez. Donc quand vous voulez le Summer Body, vous venez tous les jours et vous pouvez venir à la Doggery tous les jours si vous êtes abonné. Et quand vous êtes moins Summer Body, vous venez un peu moins, mais voilà, c'est vraiment la salle de sport. Vous venez, votre chien, vous le lâchez, vous le détachez même directement dès l'entrée. Ils connaissent la route, ils descendent, ils montent, ils jouent avec les copains, ils s'éclatent pendant 1h30. Et il y a une niche, mais je vois qu'elle est pour les humains. C'est la niche télétravail. Exactement. Vous pouvez venir aussi télétravailler pendant que votre chien s'amuse. C'est vrai que souvent on télétravaille à la maison, on se dit au moins j'ai passé la journée avec lui, mais sans vous faire offense, votre chien, il a envie de jouer avec d'autres chiens comme les enfants ont envie
envie de jouer avec d'autres enfants, vous voulez boire des coups en terrasse avec vos amis. Donc venir travailler. télétravailler, voilà, à la doguerie, ça lui permet de jouer avec d'autres chiens. Et alors, vous me disiez que vous leur faites passer un test de sociabilité quand même. C'est quoi ce test ? Tout à fait. L'idée, effectivement, chez nous, c'est que ce soit un espace sécurisé et sans laisse. Et donc, chaque chien qui vient, la première fois qu'il vient, il passe un test. Donc, on s'assure de plusieurs choses. Leur attitude avec les congénères, est-ce qu'ils font de la protection de ressources, de la protection de jouets, est-ce qu'ils sont timides, craintifs, agressifs, ou est-ce qu'au contraire, ils sont très sociables. On pose des questions à l'humain, on pose des questions sur le chien, on vérifie les carnets de santé. Pendant 1 heure, en gros, on les regarde, on les observe, on fait des essais. Et si tout se passe bien et que tout est validé, alors effectivement, là, vous pouvez revenir et vous êtes membre de The Doggery. Et ça vous permet aussi de faire connaissance avec les maîtres et voir les maîtres et maîtresses et voir s'ils sont sympas. Exactement. On les screen aussi, ils ne savent pas, mais on leur fait passer des tests aussi. Voilà, ni vu ni connu. Encore une superbe mannequin. Voilà, avec une super boutique, c'est ça, où on trouve évidemment toute une offre pour les chiens. Vous avez fait une étude de marché avant de vous lancer dans ce business ? Ah, tout à fait. Bah, forcément, vous savez, quand vous lancez un endroit qui fait 400 mètres carrés, vaut mieux creuser le sujet. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que juste un peu là à droite de la photo, il y a les pulls French Bandit, Cool mince, Dog on Club. voit pas. Mais non, ça doit être la photo qui est mal cadrée. Et effectivement, on a creusé et nous, l'idée, c'était vraiment de réunir au même endroit tous les services dont les humains ont besoin. Et je pense, vous le voyez aussi à l'image, dans un endroit qui soit joli, design, où on se sente bien, où on s'y plaise. Nous, pour nous, c'était important. On ne voulait pas faire encore un parc à chiens avec des objets bleus et rouges et que ça soit voilà, un peu... On a vraiment pensé le truc. Les arches font penser à des niches. Vous avez vu avant aussi l'espace télétravail, c'est un peu des niches, enfin tout ça. Et avec voilà, des couleurs qui peuvent faire penser à des choses plus jolies. C'est quoi la dépense moyenne sur une année pour son animal de compagnie ? Entre 1000 et 1500 euros par an. C'est ça ? Ouais, pour un chien et plutôt entre 5 et 800 euros pour un chat. D'accord, un chien, ça coûte un peu plus cher. Il faut acheter des pulls French Bandit, c'est pour ça. C'est ça. Ok, donc cet endroit, vous l'avez visité, Johan, Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez ? On voit qu'il y a aussi le toilettage. Bah, je crois que ça résume bien ce dont les propriétaires et les chiens ont besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, comme l'a gentiment dit Lénie, on avait échangé dès le début. Et moi, je crois que c'est vraiment indispensable d'avoir ce genre de lieu dans les centres-villes. Je veux dire, on a de la difficulté quand on est urbain, actif, à trouver des moments pour passer du temps avec son chien ou pour aller promener son chien et qu'il fasse des rencontres. Je pense qu'avoir un endroit qui allie des fonctionnalités pour les humains, parce qu'évidemment, se poser, boire un café, ouvrir son ordi, télétravailler, c'est sympa, et qu'on allie ça à un super endroit qui est à la fois beau et safe pour les chiens. Moi, je trouve ça génial, et le fait que ça combine tout en un seul endroit. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est pas qu'une crèche, rassurant. parce que ça existe, ça, Oui. qu'une crèche ou le toilettage ou la boutique. Mais là, effectivement, ça... Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, nous, on avait regardé un peu le toilettage à un moment parce qu'on réfléchissait à faire des boutiques avec du service et du toilettage. Le toilettage à Paris, c'est un parcours du combattant pour faire toiletter son chien. Ah bon, pourquoi ? Aujourd'hui, il y a quasiment 2 mois d'attente dans n'importe quel toiletteur. C'est pour Incroyable. vous donner un petit peu la puissance de l'animal de compagnie. Aujourd'hui, vous cherchez à faire toiletter votre chien demain, je ne pense pas que ce soit possible à Paris. Impossible. Alors, le pet design, donc, du coup, est arrivé, évidemment. Il y a déjà, donc, d'après vous, à peu près après le Covid, voire un peu avant. Et là, on voit ce que French Bandit propose. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aime nos animaux, mais qu'on en avait marre que leur panier ruine la déco du salon ? Ouais, c'est ça. Je crois que le chien et le chat, ils vivent avec nous. Et on a envie on n'a pas envie de cacher le panier dans le garage. Et d'ailleurs, on n'a pas envie que le chien il dorme dans le garage. On a envie qu'il dorme avec nous. Et on a envie que ce soit beau comme à la maison, quoi. Donc, nous, le créneau, c'est de dire on va faire à la fois des produits qui sont beaux pour le maître, beaux pour l'intérieur, et qui sont qualitatifs, puisque là, par exemple, on voit les paniers. Ces paniers-là, ils sont faits à base de matelas, de mousse, de vrais matelas.
et un côté aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, solidaire, parce que nous, dans tout ce qu'on fait, il y a une dimension solidaire où on va redonner aux associations une partie de ce qu'on fait. Mhm. Donc, je crois que Et l'utilisation aussi de tissus d'ameublement, c'est ça? Donc on s'inspire de ce qui existe dans l'univers de la maison pour l'adapter aux animaux? ouais, exactement. Nous, on a trois catégories de produits, mais dans celles qui nous intéressent, dans les accessoires pour sortir, on s'inspire de la mode. Donc nous, quand on va travailler des nouveaux produits, on va regarder ce qui se fait sur les défilés. Comme une marque de mode, on va regarder les carnets de tendance. Et dans la maison, on va travailler avec un angle déco. Donc c'est les tissus d'ameublement, les couleurs qu'on met dans le salon aujourd'hui. On va vraiment travailler ça comme pourrait travailler une marque de canapé. Ouais. Et cette offre, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on la réclame et on la veut quand on a un magasin un peu déco. Il faut avoir quelques objets à proposer pour les animaux. Ouais, c'est la nouvelle. C'est pas la nouvelle, mais c'est que moi c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. J'étais là en 2021 à Maisons et Objets. À ce moment-là, quand on parlait de nos accessoires pour animaux, tout le monde nous regardait en disant je pense pas que ça ira dans ma boutique. Aujourd'hui, cette année, on revient avec un stand et tous les gens de magasins de déco qu'on voit nous disent je pense que c'est la petite touche en plus qui va faire que mon magasin va se distinguer de tel ou tel autre magasin. Et on le voit, on a des très bons résultats dans les magasins de déco, avec une offre qui est resserrée sur des choses qui sont faciles à vendre. On ne va pas dans les objets techniques, mais on va dans les objets assez faciles, les jouets, un peu de collier, un peu de laisse, donc des choses faciles à acheter, qui ne sont pas forcément très chères, qui font un bon complément de panier et qui sont aussi des objets qu'on peut offrir en cadeau. Et nous, on a une vraie saisonnalité à Noël aussi, où les gens, quand ils doivent faire un cadeau à leur copain qui a un chien, plutôt que de se tromper ou que d'acheter encore une fois une paire de chaussettes, on va acheter un jouet pour le chien. Un jouet pour ça le fait chien. super plaisir. Ouais. Et alors, on l'a dit tout à l'heure et on l'a vu, les grandes marques s'y sont mises aussi, mais les marques grande distribution s'y mettent aussi, comme Ikea par exemple, Zara Home. Tous ces magasins-là proposent désormais une offre aussi pour les animaux. Alors, on va un peu plus loin avec les architectes, finalement, qui se sont dit, mais oui, le pet design, c'est peut-être quelque chose à creuser, et surtout, ça répond à une demande et à un besoin. Alors, évidemment, si on habite un tout petit appart à Paris, on va peut-être pas faire ça, mais là, vous avez un architecte qui s'appelle Frédéric Tang, et lui, dans cette, je ne sais plus si c'est une maison ou un appart, en tout cas, il y avait un espace inutilisé de 5 mètres carrés. Voilà, il a fait la salle de bain pour le chien. Il y a la salle de bain de la suite parentale, la salle de bain des enfants et la salle de bain pour le chien. Pourquoi pas? Et en plus, c'est super déco, on voit très soigné, ça colle à l'appart et c'est génial. Donc il faut prendre la mesure de ce phénomène de société qui est un véritable business si on adapte bien son offre aux animaux. Et on l'a cité tout à l'heure, l'exemple des hôtels. Vous parliez du chat du Bristol, le voilà. Donc vraiment dans les grands hôtels, maintenant, si on vient avec son chat, il va avoir droit à des choses particulières. Alors, le chat, ça reste un animal territorial, donc il y a moins de personnes qui vont voyager avec leur chat versus leur chien. Mais par contre, le chat, il faut quand même avoir en tête que c'est l'animal du XXIe siècle. En France, on a 8 millions de chiens pour 15 millions de chats. Parce que tout simplement, dans les villes de plus de 30 000 habitants, le chat est roi parce que c'est beaucoup plus facile en appartement, c'est moins contraignant. Donc le chat, c'est vraiment devenu l'animal préféré des Français, alors qu'avant, ça a quand même été le chien pendant des années et il l'a détrôné assez facilement finalement. Et donc dans les hôtels, on va quand même rester plus sur le chien, mais il y a effectivement pas mal d'endroits à Paris. Le Bristol, je pense qu'ils sont à la 10e génération de chats, où effectivement il y a les 2 chats du Bristol qui naviguent dans les salons, qui sont bienvenus, donc où vraiment c'est eux les maîtres des lieux et pas l'inverse. Finalement, on est leurs invités. Ouais, il y a déjà des bars et des endroits comme ça où il y a des chats, on vient pour se détendre, ça apaise. Les bars à chats, ils cartonnent de toute façon historiquement. Là maintenant, il y a même des ronrons librairies, avec Mon Chapitre qui s'est lancé à Aix et à Colmar, où les libraires sont des chats adoptés en refuge et qui sont du coup très très populaires. Et ça, on le voit depuis quelques années et ça continue de croître. Autre collab, c'est French Bundy avec les Mama Shelter. Qu'est-ce que c'est, Mathieu ? C'est toujours la même tendance, l'idée de se dire que l'animal au cœur de la famille va demain voyager avec son animal, voyage déjà avec son maître, pardon.
Et il y a des lieux comme ça qu'on connaît tous, qui sont assez connus, comme le Mama Shelter, où on sait entre propriétaires de chiens qu'on peut venir avec son chien qui est évidemment le bienvenu dans tous les Mama Shelters de France et du monde. Et donc, on s'est rapproché avec le Mama Shelter parce qu'on voulait créer une expérience unique dans les Mama Shelters pour l'accueil des chiens. On l'a fait avec une gamelle qu'on a vraiment fait aux couleurs du Mama Shelter, un tapis moelleux pour que le chien, quand il soit dans la chambre, il soit aussi bien reçu que l'humain. Et le petit clin d'œil au Mama Shelter, c'est ce jouet pizza. Puisque dans les Mama Shelter, on mange des super pizzas, et ben on a fait une super pizza pour le chien aussi. Et donc l'expérience, elle est exceptionnelle. Quand on arrive avec son chien au Mama Shelter, ben, on arrive en chambre, le chien a tout ce qu'il faut pour passer une bonne nuit. Il a même de quoi jouer, et c'est apaisant pour le chien, c'est apaisant pour le maître aussi. Instagram, on l'a évoqué tout à l'heure, Johan. Les animaux ont des comptes Instagram. Alors, ils ont des comptes Instagram, ça s'appelle des pet influenceurs. C'est un phénomène qui existe depuis les débuts d'Instagram. Et on en parlait, mais que ce soit avec Bandy ou The Doggery, qui en est l'exemple parfait. Je ne sais pas, on est pour beaucoup présents ici à avoir voyagé cet été. Et c'est vrai que maintenant, quand vous allez dans un lieu, la plupart des lieux qui viennent d'ouvrir, ils sont pensés pour être Instagrammables. Maintenant, les gens réfléchissent quand même, quand ils ouvrent un business, quand ils lancent un produit, à ce que tout soit Instagrammable, parce que finalement, en 10 ans, Instagram a quand même un peu chamboulé notre manière de consommer les choses, de les retranscrire et d'influencer du coup ses amis, sans être forcément influenceur soi-même, mais de poster en disant ah, « Regardez, j'ai adoré ça ». Mathieu en parlera sûrement tout à l'heure, mais c'est vrai, lui, avec son hashtag, la bande à bandits, qu'il a créé, où les gens, du coup, font partie d'une communauté, ont ce sentiment d'appropriation et qui, du coup, marche hyper bien. Donc, nous, on en a plein. Là, c'est Malcolm Ziakita qui a 200 000 followers sur les réseaux sociaux, qui a été récompensé au World Blogger et Influencer Award au Festival de Cannes également. Dingue. Donc, qui est vraiment, genre, les gens le reconnaissent dans la rue. Voilà, et en France, on en a plusieurs comme ça. Les pet influenceurs ont un taux d'engagement plus élevé que les... 2 fois plus élevé que les influenceurs humains, ouais. Parce que les gens, en fait, sont abonnés à eux. Et finalement, vu qu'ils voient un peu la journée de l'animal, ils ont l'impression que c'est le leur, quoi. Donc, dans les commentaires, ils vont mettre « Coucou Malcolm, j'espère que tu as bien dormi ». Enfin, ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est complètement comme ça que ça se passe et les gens ont un vrai attachement avec. Et quand là, on est sur la première génération de pet influenceurs, donc malheureusement, on voit les premiers qui décèdent aussi, parce qu'ils ont une vie quand même beaucoup plus courte que la nôtre. Et les gens sont vraiment traumatisés comme si c'était le leur, quoi. Enfin, vraiment, ils sont hyper touchés, hyper peinés. Et c'est vrai qu'ils cartonnent sur les réseaux sociaux, ils sont présents dans le monde entier. Et c'est encore plus vrai aux États-Unis ou en Asie. L'intelligence artificielle, on en parle énormément. Est-ce que c'est en corrélation aussi avec le pet design? Oui, quelque part, Mathieu. Oui, je crois que de toute façon, ça va nous toucher tous. On va pas y couper, mais dans la vie de l'animal, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut travailler. Nous, on l'a travaillé au travers pour les chats, sur une fontaine à eau intelligente qui va filtrer de l'eau et proposer aux chats toujours quelque chose une eau, on va dire fraîche. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un détecteur, c'est ça? Quand le chat s'approche, le chat peut déclencher l'eau tout seul. Il y a un détecteur de mouvement. Une eau filtrée en mouvement qui permet aux chats de plus boire et donc d'avoir moins de problèmes rénaux, parce que c'est un des plus gros problèmes pour les chats. Et on l'a fait aussi sur un distributeur de croquettes intelligent qui permet de voir son chat, de lui distribuer des rations X fois par jour et même de pouvoir mettre un petit mot à chaque fois que tu distribues une ration. Donc c'est assez cool. Ça te permet d'avoir un contact avec ton chat. C'est-à-dire c'est notre voix? C'est votre voix, ouais. Vous pouvez enregistrer votre voix. Ah ouais, d'accord. Ouais, la nourriture est servie. Viens manger. Ouais, exactement. Okay. D'accord. Et je crois qu'il y a d'autres initiatives qui poussent le curseur encore plus loin. On a vu récemment des trackers de santé animale qui viennent analyser le comportement du chien, son rythme cardiaque. Savoir où il est, j'imagine aussi. Évidemment, si savoir où il est. Aussi le nombre de pas qu'il fait par jour. Analyser son urine aussi. On voit des litières qui analysent l'urine. Enfin, je pense qu'il y a encore énormément de choses. Et tout ça, évidemment, dans le sens du bien-être animal. Vous m'aviez parlé d'une collection bouton buzzer aux USA où on peut dialoguer avec le chien. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est pas de l'intelligence artificielle, mais
C'est un espèce de jouet qui a été créé aux USA, qui est une collection de boutons. Et sur chaque bouton, il y a une action ou un sentiment. Et en fait, on vient apprendre à son chien que tel bouton est lié à une action ou à un sentiment. Et ensuite, le chien, au fur et à mesure de sa vie, va utiliser les boutons pour transmettre des messages à l'humain. Alors ça peut paraître très étonnant comme ça, mais il y a certains chiens qui l'utilisent de manière quotidienne pour dire je veux sortir, je me sens pas bien, j'ai faim, joue avec moi. Et ouais, c'est assez. On va bientôt c'est pouvoir assez parler exceptionnel. avec nos animaux. Ouais, pouvoir parler avec nos animaux, ouais. Incroyable. Johan, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on parlait des différents pays. Est-ce que la France est en retard finalement par rapport à d'autres pays sur son rapport aux animaux? Alors, elle est en retard, non, pas forcément. Enfin, effectivement, on voit The Doggery, c'est quand même une petite révolution dans l'univers français versus quelque chose qui serait beaucoup plus installé, par exemple, à New York. En revanche, on a quand même cet avantage en France de ne pas encore tomber complètement dans l'anthropomorphisme, donc c'est-à-dire d'humaniser absolument l'animal, qui va être, par exemple, le cas aux États-Unis ou encore plus en Asie. Vous prenez la Corée du Sud, le Japon, la Thaïlande, où là, bon, l'animal, il a son vernis à ongles, sa teinture sur le poil. Enfin, vraiment, évidemment, en Corée, il faut quand même savoir qu'en Corée, il y a, depuis cette année, 55% des poussettes vendues en Corée sont à destination des chiens et des chats et puis des enfants. Donc, c'est vraiment les chiens et les chats qui sont devenus les premiers clients de poussettes et plus les enfants. Donc, en France, on a quand même encore... et Dieu sait que je suis un amoureux des animaux depuis tout petit, mais je les aime tellement que je préfère qu'on les comprenne en tant que chien et que chat, plutôt que de vouloir leur transposer des sentiments humains et des envies humaines qu'ils n'ont pas. Donc, on a quand même encore une raison gardée en France qui est finalement pas si mal. À Madrid, il paraît qu'il y a plus de chiens que d'enfants de moins de 15 ans, c'est ça? Je crois que c'est Lénie qui me disait ça. Effectivement, bah, ça s'inscrit dans cette double tendance qui est le chien roi et l'enfant. Peut-être il fait trop de bruit, je sais pas, les gens préfèrent leur chien et ils veulent les habiller. Regardez ce pull, s'il n'est pas magnifique, si vous n'avez pas la classe comme ça, vous vous baladez avec votre chien. Et puis non, le chien, c'est vrai, il en parlait, il donne, il transmet plein de choses dans sa manière de s'exprimer, de jouer, de partager, il réconforte, il crée du lien social, il aide des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes esseulées. Enfin, ça apporte tellement de choses qu'on soupçonne pas. Et je pense que c'est avant tout ça qui est en train de se passer. Les gens se rendent compte de tout ce que tu peux, les bénéfices d'avoir un chien. C'est vrai, et ça c'est un point très important. Par exemple, on pourrait faire appel à l'actualité. Là, évoquer l'actualité, il y a 2 jours, un chien a certainement sauvé une petpetite fille. C'est ça, une petite fillette de 11 ans a disparu et bon, en vrai ça arrive Dans les Yvelines, quasiment toutes les semaines. Hein. Celui-ci a été un peu plus médiatisé parce que c'est une fillette, mais ça arrive beaucoup avec les personnes par exemple atteintes de la maladie d'Alzheimer qui vont se perdre, et donc effectivement on va envoyer des chiens les chercher. Et cette petite fille, elle a été retrouvée dans une chambre d'hôtel, heureusement vivante, mais grâce aux chiens. Au chien renifleur. Exactement. Et donc et évidemment ils ont des pouvoirs fantastiques. Il y a les chiens de l'Institut Curie qui détectent le cancer. Il y a évidemment, on peut parler des chiens guides d'aveugles, les handi-chiens qui vont aider les personnes à mobilité réduite. Donc le chat est un peu plus flemmard sur ce sujet, en revanche. On le voit moins souvent aider l'humain, c'est plus le sens inverse. Mais c'est vrai que le chien reste le meilleur ami de l'homme, ça, il n'y a pas de doute. Alors j'ai envie de vous dire, jusqu'où ira-t-on? On voit le magazine Dog, là par exemple, qui est copié sur Vogue, c'est ça? Et qui est un magazine consacré aux animaux. Jusqu'où ira-t-on? Les baskets, ça y est, ils ont des baskets maintenant, les chiens. Remarquez, pendant la canicule, ça s'explique. Oui, alors on peut regarder ça de 2 manières. On peut regarder ça en se disant on met des baskets à son chien, qu'est-ce qu'on fait? C'est une coquetterie, etc. Comme le sweat, hein, on peut se poser la question et de se dire on va mettre un sweat à son chien. Ils ont toujours vécu sans sweat. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, les chaussons pour chiens, comme ça, quand il y a la canicule, est-ce que vous marcheriez dehors quand il fait chaud sur le goudron? En fait, ils ont les mêmes pieds que nous, donc à un moment, de leur mettre des baskets, c'est juste pour éviter qu'ils se crament les coussinets et qu'ils n'aient pas des problèmes qui sont très compliqués à gérer derrière. Pareil, quand il neige, le froid sur les coussinets, c'est une catastrophe. Et sur les suites, on a un vrai sujet de chiens frileux avec des poils très ras et qu'il faut gérer parce qu'après, c'est des chiens qui tombent malades. Donc, il y a, je pense, un bon mix entre de la coquetterie, ça c'est sûr, parce qu'on a envie de faire des choses belles, mais aussi un côté très pratique et toujours ce côté,
j'essaye que mon chien soit le mieux possible. Donc, s'il peut éviter de se cramer les pattes, c'est mieux quand même. Ouais. C'est mieux. 68% des foyers considèrent leur animal comme un membre de la famille. Alors plutôt que de ruiner notre déco, investissons dans un mobilier, des accessoires adaptés à nos intérieurs. Pour résumer, nos futurs bébés poilus n'ont pas fini de faire chauffer nos cartes bleues. Il y a donc une vraie piste à explorer. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir le stand de Mathieu qui est All Set, hein, c'est ça, le stand de French Bundy. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos 3 intervenants. Et cette conférence, évidemment, est à retrouver sur le site de Maisons et Objets. Merci à tous.